Aujourd'hui, on se penche sur un texte qui a fait couler beaucoup d'encre récemment. Il s'attaque à un changement concernant une aide sociale bien connue en France, la prime de Noël. On va décortiquer ça ensemble. Voilà comment commence le texte. Dès la première phrase, le ton est donné, n'est-ce pas? C'est direct, c'est grave. On sent qu'on ne va pas parler de chiffres de façon détachée, mais bien de quelque chose qui est ressenti comme une véritable injustice. C'est de là que tout part. Alors, pour commencer, regardons ce qui a mis le feu aux poudres. Quelle est cette décision qui a provoqué une réaction si forte? L'auteur avance tout de suite un chiffre, 2 millions. C'est le nombre de personnes qui, selon ses dires, seraient directement impactées et ne toucheraient plus la prime de Noël. C'est un chiffre qui frappe, bien sûr. Mais d'ailleurs, la prime de Noël, c'est quoi exactement? Pour être sûr que tout le monde suive bien, c'est un versement unique qui a lieu une fois par an. Il est destiné à donner un petit coup de pouce aux foyers les plus modestes juste avant les fêtes. Et c'est bien ça qui est au cœur du débat. Bon, alors, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, c'est là que ça se joue. La différence se fait maintenant sur un critère très précis, la présence ou non d'enfants dans le foyer. Les bénéficiaires qui ont des enfants continuent de la recevoir. En revanche, les personnes seules ou les couples sans enfants, même s'ils touchent les mêmes minima sociaux, en sont désormais exclus. C'est cette distinction qui est vivement critiquée. Mais pour l'auteur de ce texte, l'histoire ne s'arrête pas là. Il soutient que cette prime avait une valeur qui allait bien au-delà de son montant en euros. Pour appuyer son propos, il fait un petit retour en arrière. Cette prime, elle a été créée en 1998. Et le point qu'il soulève, c'est que depuis cette date, son montant n'a jamais été augmenté. Jamais. Malgré l'inflation et des décennies qui ont passé. Et pour que l'on se rende compte, l'auteur a fait le calcul. Pour que cette prime ait le même pouvoir d'achat qu'à sa création, il faudrait aujourd'hui l'augmenter de 53%. Ce chiffre sert à montrer que ce n'est pas juste une perte financière, mais, selon lui, une forme d'érosion de la considération. Et voilà où on arrive au cœur de son argument. Pour lui, cette prime, ce n'était pas un cadeau ou de la charité, c'était un acte symbolique, c'était une manière pour la collectivité de dire aux plus fragiles « vous êtes des nôtres ». Et donc, la supprimer pour certains, c'est comme leur retirer cette reconnaissance. Après le symbole, l'auteur nous plonge dans le concret, dans le quotidien. Il cherche à décrire ce que veut dire vraiment vivre avec un minimum social. Pour ça, il donne un chiffre, 646 €. C'est le montant mensuel du RSA pour une personne qui vit seule. L'idée, c'est de nous confronter à une réalité financière, une réalité très tangible. Et pour que ce chiffre ne soit pas juste un nombre, il utilise des mots, des images fortes comme celle-ci. Ça permet de mettre des sensations derrière la statistique, l'angoisse de la fin de semaine, la pression constante des dettes. Il aborde un autre aspect, très dur, la faim. D'après les informations qu'il rapporte, un bénéficiaire du RSA sur 5 en serait réduit à sauter des repas. C'est évidemment un argument choc pour parler de l'état de précarité. Et là, on voit bien qu'on dépasse la question purement matérielle. La thèse, c'est que la pauvreté isole, qu'elle rend invisible, qu'elle efface socialement petit à petit. Dans cette optique, retirer la prime serait une façon d'accélérer cet effacement. À partir de là, le texte prend de la hauteur et la critique devient plus large. Elle vise les valeurs de notre société. Pour ça, l'auteur s'appuie sur des références philosophiques. D'abord, il cite Victor Hugo. L'idée, c'est de dire que la pauvreté, ce n'est pas juste une question de conditions physiques, c'est aussi une souffrance morale, une blessure intérieure. Ensuite, il fait appel à Nietzsche. C'est une façon de dire que la vraie force d'une nation, ce n'est pas sa dureté, mais au contraire, sa capacité à être compatiente, à prendre soin de tous ses membres, sans exception. Et tout ça mène à sa critique principale. Pour lui, le véritable danger, ce n'est pas tant la pauvreté elle-même que l'indifférence générale face à la pauvreté. C'est cette indifférence qui, selon lui, met en péril le lien social. Et enfin, il conclut cette partie avec Camus, pour suggérer que la décision politique n'est peut-être pas un acte de malveillance, mais plutôt le fruit d'une méconnaissance profonde de la réalité vécue par les plus précaires. On arrive à la conclusion du texte, et elle est particulièrement puissante. C'est un appel final qui joue sur des comparaisons assez saisissantes. L'auteur met en perspective le coût de la mesure avec ce chiffre, 0,067%. Il explique que le coût total de cette prime pour les 2 millions de personnes concernées représenterait seulement 0,067% de la richesse des 10 plus grandes fortunes du pays. Le but est de souligner la modestie de l'effort financier que cela représente. Le texte se termine par cette question. Une question rhétorique, bien sûr. Elle nous invite à dépasser la logique comptable pour penser à la valeur humaine. Quelle était la valeur de cette petite étincelle pour celles et ceux qui la recevaient? C'est là que le débat politique bascule vers une affirmation morale. Noël ne devrait pas être un privilège pour ceux qui peuvent se le permettre, mais un droit du cœur, une chaleur humaine à laquelle tout le monde devrait avoir accès. Et la tribune se clôt sur cette phrase qui est une sorte de définition de ce qui fait une nation.
Ce ne sont pas les frontières ou l'économie, mais l'empathie, la solidarité. Une pensée finale qui est laissée à notre réflexion.